Alors, mon nom est Paul Foisy. Je suis aide-archiviste au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Je m'intéresse à l'histoire depuis 1995, puis en 1996, la Société d'histoire de Saint-Hyacinthe a obtenu le contrat pour écrire le livre du 250e qui a été publié en 1998. Donc, avec un ami de l'époque, Gilles Gartin, qui était président de la Société d'histoire, et Diane Leblanc, qui était directrice générale de la Société du patrimoine religieux à l'époque, on avait entendu parler qu'il y avait le fonds Hébert, qui avait plein de photographies, mais qui avait été déposé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, on s'est concerté avec Jean-Noël Dion, qui était directeur général du Centre d'archives du séminaire à l'époque, et on est allé à Trois-Rivières, rencontrer les gens de l'université, puis voir qu'est-ce qu'il y avait au juste là-dedans. Donc, ça a été une première approche, puis assez rapidement, parce que là, en vue des fêtes, ça nous prenait des photos, puis quand on est allé dans le local où c'était conservé, c'était dans une vieille école. Tu sais, il y a toujours une salle attenante au gymnase où on met le matériel pour l'éducation physique. Fait que le fonds Hébert est installé là-dedans. C'était pas des conditions idéales. Fait que nous, on rentre là, puis on est tombé là, comme dans une talle de bonbons. Là, on a commencé à ouvrir des boîtes. Là, on a vu des plaques de verre. On a vu toutes sortes d'affaires, des objets. C'était phénoménal. Là, on s'est dit, bien là, ça nous prend ça pour les fêtes. Puis, avec Gilles Gartin, on avait un projet de faire une exposition de photos. Donc, pour nous, c'était primordial d'avoir accès à ces documents-là, c'est les documents photographiques. Il y avait aussi le livre sur les fêtes. Ça prenait des photos. Puis, au niveau de la Société du patrimoine religieux aussi, il organisait justement ici, à la chapelle du séminaire, une exposition sur Casavant Frères. Donc, on allait voir s'il y avait des photos de Casavant dans le fonds Hébert. C'est un vrai trésor. Puis, vois-tu, ce qui est arrivé, c'est que assez rapidement, bien, on a exprimé notre besoin. Donc, en 96 ou 17, je pense, il y a eu un prêt de 3000 photographies. Alors, l'Université du Québec à Trois-Rivières nous a prêté 3000 négatifs, photographies, pour être en mesure d'illustrer les projets dont je te parlais tantôt. Puis finalement, à force de rencontrer Bernard Hébert, qui était le petit-fils de Bénonie Joseph, c'est lui qui avait déposé les documents à l'Université du Québec à Trois-Rivières. À force de discuter avec lui, de le rassurer comme quoi on mettrait ça en sécurité, puis on s'en servirait de ce fonds-là, finalement, on a acquis le fonds de Bénonie Joseph Hébert en 2004. Alors, ouais, plaque de verre, plaque de verre. Fait que là, j'en prends une au hasard, disons. Non, OK. Bon, je vais mettre ça pour que tu vois. Donc, voici de quelle façon on conserve des plaques de verre. Qu'est-ce que vous avez fait quand c'est rentré ici? Est-ce qu'il fallait commencer à répertorier, conserver? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bien, au départ, comme c'est un fonds de photographie, il fallait voir qu'est-ce qu'il y avait dans le fond. Alors, comment on fait pour voir ça? Bien, si on fait un pré-traitement. Donc, on regarde un petit peu de quelle façon c'est classé. Dans le cas du fonds Hébert, il y avait beaucoup de boîtes de papier photographique, des papiers 8-10 avec des plaques de verre. Il y avait des petites boîtes 5-7 aussi avec des plaques de verre 5-7 là-dedans. Puis il y avait une grande quantité de boîtes de négatifs, là, quand tu achètes des négatifs. Puis là, sur toutes les boîtes, là, c'était écrit, mettons, 1922. L'autre boîte, 1923, puis c'était toutes des 4x5, des négatifs 4x5, mis debout dans la boîte comme ça, chaque année, sauf qu'il n'y avait rien d'identifié, sinon l'année. Alors, le travail de l'archiviste à l'époque, Anne-Sophie Robert, ça a été justement de commencer à faire le traitement du fonds d'archives, identifier les photographies, identifier les lieux et le traiter pour mettre une cote sur chaque photo, puis pour qu'on puisse les repérer facilement, puis les utiliser pour répondre aux demandes des chercheurs et à nos besoins aussi au Centre d'histoire. Alors là, c'est une boîte de plaques qui ont 16,6 cm par 12 cm. On va en prendre une. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est tout des finissants. Bon, on peut prendre celle-là. Finissant du séminaire de Saint-Hyacinthe. Voilà. Donc, on a vu que la pochette
C'est dans une pochette de papier. Et là, ici, on a le négatif, dans le fond, qui constitue une plaque de verre. Et il est identifié. Le jeune homme qui est là-dessus s'appelle Félix Leclerc, lors de l'année scolaire 1913-1914. Donc, quand on les numérise, il faut vérifier à ce que le côté mât soit sur le dessus pour qu'on puisse le numériser sur le bon côté. Ouais, on voit que les munitions, là, regarde, en juin, on voit un petit peu le positif. Donc, voilà. Ouais. Donc, c'est très précieux d'avoir ça. Ils sont probablement numérisés, tout ça. Ça fait partie du travail de... S'ils ont été numérisés, ça veut dire, avez-vous fait des positifs aussi? Oui. Ah, ouais, okay. Bien, quand tu les numérises avec le scanner, ça devient un positif tout de suite en numérisant. Okay. Donc, là, il y a une cote ici, c'est H085, c'est le numéro du fond. Là, le numéro de pièce, c'est la sous-série 02, la sous-série 01, 001 et la pièce numéro 49. Donc, moi, ça m'indique où la redéposer. Okay. Donc, voilà. Fait que tu vois, oui. Tu vois, regarde, la boîte, elle était faite pour ça, là, avec des séparateurs, pour pas qu'ils soient tous... En fait, là, c'est conservé collé. Dans son meilleur. Oui, oui. Puis on est à température contrôlée. Contrôlée, température et humidité. Fait que puis ça, c'est du papier non acide. Donc, il ne se dégradera pas. Donc, on ne peut pas rien faire de mieux que ça. On est au top de la qualité au niveau de la conservation. Et à partir du moment où c'est numérisé, de toute façon, oui, là, on les conserve parce qu'il faut les conserver. On parle de combien de photos, grosso modo? À peu près 100 000 négatifs. Bien, négatifs, puis des épreuves, là. Il y a un certain nombre d'épreuves, là, quelques milliers, mais principalement, c'est des négatifs. Parce que, comme je t'expliquais, les petites boîtes de négatifs, là, quand la boîte est pleine, il y en a peut-être 3-4 000 là, à chaque année. Là, fait que multiplie les années, c'est de 1905 à 1986. C'est sûr que là, les années plus récentes n'étaient pas conservées comme ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand il a acheté le studio en 1905, bien, il a acheté les photos qui venaient avec. Il n'a pas juste, il a acheté le fond de photographie. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a des photos qui remontent au 19e siècle, 1890. Et même, pour préparer l'entrevue, je regardais le répertoire numérique. Et les dates extrêmes, c'est 1883, 1986. Donc, on aurait un centenaire, 100 ans de documents dans le fonds B.G. Hébert. Est-ce que vous avez commencé à identifier les photos? Oui. Comment vous faites ça? Bien, ce que je t'expliquais tantôt, c'est qu'Anne-Sophie Robert, elle, son travail, c'était de voir, premièrement, il y a eu des plaques de verre, puis des épreuves. Je ne sais pas de quelle façon elle a procédé, mais elle l'a fait, dans quel ordre, je ne sais pas. Les plaques de verre, ils ont été numérisées. À l'époque, c'était de la basse résolution, fait que là, il faut les reprendre quand on a besoin, mais sauf que en les numérisant, les plaques de verre, bien, elle a été capable de voir l'image sur le négatif. Et là, des fois, il y avait une inscription sur le négatif qui était graffinée pour dire telle année, puis des fois, il y a un numéro. Le numéro, on fait un lien avec le numéro, puis des registres de vente. Il y avait des cahiers là, dans lesquels il disait le nom du client, puis il inscrivait un numéro de commande. Fait que des fois, sur les négatifs, si on est chanceux, on a un numéro de commande. Donc là, on peut faire le lien et dire, OK, qui a commandé ces photos-là, puis c'est quoi la date, tu comprends? Donc, ici, on a des plaques. On va prendre la première. Donc, c'est un négatif un petit peu plus grand que ce qu'on a vu tantôt. 21,4 cm par 16,4 cm. Là, ça nous dit, entre crochets, ça veut dire vert. Donc, on est vers 1910. C'est racketeur. Donc, on est dans une série de sportifs. Et effectivement, c'est une belle photo du club de racketteurs, probablement l'infatigable, qui était là à cette époque-là. Habituellement, pour regarder un petit peu le négatif, on va le mettre sur une table lumineuse. Puis, où on numérise, c'est encore mieux. Donc, on voit bien les gens en raquette.
Fait que c'est un travail de moine. Bien, comme tout travail d'archive, c'est un travail intellectuel, physique aussi, mais surtout intellectuel, pour essayer de comprendre le fond d'archives, de comprendre les documents. Puis après la numérisation, bien là, c'est qui est là-dessus, quels sont les personnages, quels sont les événements, tout ça. C'est ce que je fais actuellement au Centre d'histoire avec le fonds de Raymond Bélanger. Depuis tantôt, tu parles de plaques de verre. Oui. Est-ce que c'est une certaine époque, puis arrêter de faire ça après? Oui, c'est ça. Les plaques de verre, je pense qu'il y en a au 19e siècle, puis ça va à peu près jusqu'en 1915-1920. Donc, le procédé avec de la pellicule celluloïde est arrivé un petit peu plus tard. Mais quand ça est apparu, c'est certain que B.G. Hébert était au fait des nouvelles inventions dans ce domaine-là. Donc, il a tout de suite été vers ça. Mais il a dû avoir une époque de transition. Pourquoi je dis ça? C'est que quand la photo couleur est apparue dans les années 60, ici au séminaire, c'est le studio Harel qui a commencé à faire des studios couleur. Puis pourquoi c'est Harel? C'est que B.G. Hébert, à cette époque-là, disait non, le procédé n'est pas encore à point. Fait que moi, je me propose de continuer à les faire en noir et blanc. Des élèves, puis la direction ici, non, on veut de la couleur, c'est ça qui est à la mode. Mais effectivement, il y a des photos d'anciens qu'on voit qui ont été prises en couleur, mais la couleur est délavée. Donc, M. Hébert avait raison, ce qui me fait supposer que quand la pellicule celluloïde est arrivée, il a dû faire des tests puis tout ça avant de l'adopter comme tel pour être certain que ça se conserve. Donc, il a continué à travailler avec des plaques de verre pendant un certain nombre d'années. Puis peut-être, tu sais, des plaques de verre de 5-7, là, ça prend des grosses caméras, là, parce que ton négatif est 5x7. Donc, c'est plus juste avec une petite caméra comme ça, là. C'est une grosse caméra de studio, comme on voit là, dans les films. D'ailleurs, on les a ici, là, les caméras. Ça fait partie du fonds Hébert. C'est qu'en plus de négatifs, de photos, on a des objets aussi, là. Un grand nombre d'objets. Ce qu'on attend, c'est d'avoir vraiment une salle d'exposition intéressante pour qu'on puisse faire vraiment une super exposition sur le studio B.G. Hébert. Mais ça va venir dans quelques années au Précieux Saint, au monastère du Précieux Saint. Benoni Joseph Hébert, c'est un jeune garçon qui est né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a fait ses études là. Puis en 1902, il est entré à l'emploi d'un photographe, le studio Pinsonneau à Saint-Jean. Alors, il a travaillé là de 1902 à 1904. C'est dans sa jeunesse, il était dans la jeune vingtaine. Puis en 1904, il est allé travailler chez un autre frère Pinsonneau, mais à Sherbrooke. Alors, les amateurs de cartes postales savent qu'il y a beaucoup de cartes postales qui ont été faites par les studios Pinsonneau. Alors, B.G. Hébert, Benoni Joseph Hébert, a remplacé M. Pinsonneau pendant qu'il faisait la tournée du Québec pour produire ses cartes postales. Alors, quand M. Pinsonneau est revenu, il a repris son emploi, donc Benoni s'est retrouvé sans emploi. Et je ne sais pas de quelle façon, c'est pas documenté ça, mais il s'est retrouvé à Saint-Hyacinthe. Peut-être qu'il y avait déjà eu une approche avec un dénommé Archambault qui avait un studio de photographie à Saint-Hyacinthe en 1905. Donc, en 1905, il acquiert le studio de photographie de Archambault, situé rue Cascade, et là, il commence sa carrière des studios B.J. Hébert à Saint-Hyacinthe. Il y avait 7 photographes déjà en activité à cette époque-là, sauf que par la suite, à cause de la crise économique et la dépression économique qui s'en est suivie dans les années 30, Studio B.G. Hébert s'est retrouvé tout seul au cours des années 30 et par la suite, bien, il y a d'autres photographes qui sont ajoutés. Mais quand ils commencent en 1905, ils sont 7 photographes. On parle d'Hébert dans les photos, donc il y a le fond Archambault qui était plus des extérieurs, donc c'est ça. Mais le fond Hébert, qu'est-ce qu'il y a Hébert, le photographe? Bien, Hébert, lui, s'est spécialisé puis il est devenu très vite très près du clergé. Donc, il a fait des photographies scolaires, les photos des étudiants ici au séminaire, les photos des évêques, des photos de classe, des photos de personnages. Je te dirais qu'une de ses principale qualité, c'était son travail au niveau du portrait. Récemment, on a reçu Réal Brodeur comme invité au Centre d'histoire pour une conférence qui a parlé de son métier de photographe, puis il disait à quel point,
dans les photographes à Saint-Hyacinthe, M. Hébert avait une qualité puis une espèce de vision que les autres n'avaient pas, tout ça. Mais on parle de Benoni, mais il y a eu son fils, Jean Hébert, qui a pris la relève, qui a commencé à partir de 1921 à aider son père, puis tranquillement, c'est lui ils ont travaillé pendant un certain nombre d'années tous les deux, puis à un moment donné, c'est Jean Hébert qui a poursuivi le travail. Alors ici, on a, empli des plaques de verre et des négatifs. On a des épreuves de différents formats. Donc, vois-tu ici, disons, la chemise, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Vue et paysage, disons. Fait que tu vois qu'il y a une cote à chaque chemise. Vois-tu? Donc, on dit vers 1910 à 1970. Fait que dans cette chemise-là, on a différentes années. Fait que si on peut voir, tiens, ce qui a brûlé, justement, Place Frontenac. Ouais. Ah ben oui, t'as raison. C'est ça. Donc, avec d'autres, on a d'autres épreuves comme ça. Vois-tu, ça, c'est... avant, le kiosque au Parc des Sols, au lieu d'être dans le parc, il était sur la pointe de terre, là, on le voit ici. Donc, vois-tu, là, ça, c'est un exemple. Puis, selon les sous-séries, ben c'est tout divisé en paysages, en hommes, femmes, tout ça. Ça, dans le fond, c'est les photos développées, c'est pas un négatif? Oui, ça, c'était dans le fond. Il y avait des photos qui étaient développées, des épreuves. Okay. Qu'est-ce que vous faites le centre d'histoire? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, le centre d'histoire, d'abord, je pourrais faire un bref historique. Il y a eu deux organismes au départ. Il y a la Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe qui a été fondée en 1937, ici au séminaire, par des prêtres et quelques laïcs. Donc, le supérieur du séminaire a été président de ça. Il y avait Osias Leduc, le peintre, qui a décidé le blason. Puis il y avait quelques notables de Saint-Hyacinthe qui ont participé à ça. Pendant, je te dirais, à peu près 5 ou 6 ans, ils ont beaucoup publié sur l'histoire de la région. Ils publiaient des livres et des petites brochures qu'ils appelaient les documents mascoutins. Donc, on a une série de documents mascoutins qui ont été faits. Mais les activités de la Société d'histoire régionale se sont arrêtées à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Les activités ont repris au début des années 70, encore un petit peu à l'initiative des gens ici au séminaire, parce qu'il y avait des documents d'archives, il y avait les archives du séminaire. Puis là, on a commencé à dire, bien là, il faudrait reprendre ça au niveau de l'histoire. Donc, la Société d'histoire s'est réactivée. Il y a eu beaucoup de laïcs qui sont devenus membres de la Société. Et assez rapidement, on est venu en accord avec le Courrier de Saint-Hyacinthe pour publier une chronique à toutes les semaines dans le Courrier, une chronique historique. Donc, cette chronique-là, qui s'appelle l'Histoire d'ici, bien, dure depuis 1972 ou 1973. Là. En parallèle à ça, la Société d'histoire fonctionne. En 90-91, le séminaire ici entend parler que le ministère de la Culture et des Communications, à l'époque, met un programme sur pied pour agréer des centres d'archives et il y a des budgets pour aménager des dépôts d'archives. Donc, on met en place ce projet-là, on monte le projet, puis on est accepté, ce qui fait en sorte qu'ici, il y a des travaux qui s'effectuent en 90-91 pour aménager 2 réserves, aménager les locaux qu'on occupe actuellement, et on devient un centre d'archives agréé. Là, ce qui est arrivé, c'est que là, tu as 2 organismes, la Société d'histoire et le Centre d'archives du séminaire, qui travaillent en parallèle. Et finalement, on travaillait en silo. Même la Société d'histoire faisait des conférences, faisait des articles de façon bénévole. Le Centre d'histoire, il y avait un professionnel qui était là. C'est sûr qu'il y avait du travail qui se faisait en commun, mais quand il était le temps d'avoir du financement, bien là, la Ville de Saint-Hyacinthe a décidé de donner des sous au niveau de l'histoire au Centre d'archives du séminaire, mais là, on devait donner un certain montant à la Société d'histoire. Donc, c'était pas tout à fait viable. Au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait de la chicane, du tiraillement, parce qu'il y avait 2 organismes qui s'intéressaient à l'histoire, puis qui se tiraillaient l'argent qui provenait de la Ville. Donc, moi, j'ai été parmi les gens qui ont suggéré, vers 2003, de fusionner les 2 organismes pour qu'en 2004, ça devienne, le 1er janvier 2004, on est devenu le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est quoi notre mission? On a 3 volets. Il y a une mission de conservation, d'acquisition. Hein? On acquiert des documents, que ce soit au niveau des individus, des entreprises, des organismes. On les acquiert, on les traite
Hein, pourquoi qu'on les traite? Bien, pour savoir qu'est-ce qu'on a dans ces documents-là, puis on les diffuse. On les diffuse de différentes façons. On les diffuse en faisant des publications, en faisant des expositions, en les mettant disponibles aux chercheurs qui viennent faire des recherches, parce que des documents d'archives papier ou quand c'est pas nécessairement des photos, bien, il y a des informations qui sont utiles pour faire de la recherche. Hein? C'est essentiel. Parce que c'est quoi le travail d'un historien? Bien, au départ, c'est que il y a plein de faits qui sont arrivés là, dans le passé. Mais les archives, c'est les seules traces qu'on a concrètes de ces faits qui sont passés là. Alors, comment on bâtit un fait historique? Bien, c'est en allant chercher différentes pièces d'archives, documents d'archives, puis l'historien, bien, lui, il fait un travail pour dire, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus, OK, lui, je lui fais confiance. Donc, on peut parvenir à bâtir un fait, puis dire, oui, ça s'est passé de telle façon. Quand on a des espèces d'espace entre nos preuves, qui sont les documents d'archives, mais le travail de l'historien, c'est d'essayer de faire un lien logique entre les choses pour dire, selon moi, il est arrivé ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un travail comme ça, c'est qu'avec les notes, tout ça, quelqu'un peut revenir pour passer par-dessus ça, pour dire, ben oui, toi, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, puis tu en as déduit ça. Et les historiens, tu sais, ils font un travail assez précis, là, parce qu'ils doivent, dans le fond, bâtir un fait historique à partir des documents qu'ils ont en main ou qu'ils peuvent trouver, là. Donc, c'est important pour une région comme Saint-Hyacinthe d'avoir le centre d'histoire parce que tous les documents, bien, une grande partie des documents qui ont parvenu jusqu'à nous, bien, on les conserve ici. Puis d'ailleurs, on fait un appel aux gens, si vous avez des vieux documents, des vieilles photos, amenez-nous ça. Je vais prendre mon exemple d'une facture d'un ballon de basketball en 1930. OK? On prend ça comme exemple. Moi, je m'intéresse à l'histoire du sport. Cette facture-là, elle me parle. Mais quelqu'un qui trouve ça dans ses affaires de famille, bon, une vieille facture d'un ballon de basketball, c'est pas important. Mais moi, cette facture-là, ce qu'elle me dit, c'est que, premièrement, il y avait des ballons de basketball qui existaient en 1930, qui en vendaient, puis comment ça coûtait. Fait que tous les documents peuvent parler. Dans le fond, ce qu'on demande aux gens, c'est amenez-nous ça, puis le travail de l'archiviste, justement, c'est de voir est-ce qu'on a déjà ça, est-ce que c'est important, de quelle façon ça peut s'insérer dans un fonds d'archives pour qu'il y ait une cohérence, puis que ça puisse être présentable aux chercheurs. Puis c'est ça, quand tu parles de chercheurs, c'est n'importe qui. Les chercheurs, ce n'est pas juste des historiens. Les gens peuvent vous appeler pour faire des recherches. Oui, effectivement, on est ouvert au grand public. Ça peut être des historiens, des étudiants. Ça peut être monsieur et madame tout le monde qui cherchent une photographie d'une maison qui ont habité quand ils étaient jeunes, ou une maison de leurs grands-parents. Tu sais, au centre d'histoire, on a un gros volet, on a un service de généalogie assez important, beaucoup de volumes. Il y a souvent... lors des heures d'ouverture, il y a une vingtaine de personnes qui font des recherches. Donc, ces gens-là qui s'intéressent à l'histoire, bien là, ils commencent à vouloir avoir des photos. Souvent, ils viennent voir, avez-vous, on n'a pas la photo de mariage des parents. Est-ce que vous avez la photo de mariage? Est-ce que vous avez la photo de la maison? Ou j'habite telle maison, est-ce que vous avez des photos d'époque? Tu sais? C'est certain qu'on n'a pas toujours ça. Puis dans le cas des maisons privées, c'est difficile. Mais dans le cas de commerce, souvent, on va avoir quelque chose parce que le commerçant ou l'industriel va avoir commandé des photos à un photographe pour, soit une publicité ou tout ça. Vous avez des vieux documents, j'imagine, presque de la fondation de Saint-Hyacinthe? Malheureusement, non. Tu sais, ce qui manque à Saint-Hyacinthe, c'est qu'on n'a pas le terrier. Le terrier, dans le fond, c'est le plan qu'avait le seigneur ou les seigneurs à l'époque pour dire, ben oui, on vend telle concession à telle personne, telle personne. Donc, on n'a pas ça. On a certains documents anciens, des documents, des actes notariés qui disent, ben oui, on vend telle portion à tel monsieur, tout ça, mais je te dirais que les plus vieux documents datent vers la fin du 18e siècle. Donc, 1790, là, autour de ça. Puis vous ne les avez pas, mais il n'existe tout simplement plus, les documents? Le terrier, Oui. on ne l'a jamais retrouvé. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. On ne sait pas. Soit à Québec, Non, on le saurait. On le saurait parce que les gens nous auraient prévenus, possiblement. Ouais. Peut-être qu'il est dans quelque part comme ça, mais il y a quelqu'un qui aurait trouvé ça un jour, parce que ça fait des années qu'il y a de la recherche sur l'histoire de Saint-Hyacinthe. Là,
On n'a pas commencé ça, là. Même les prêtres du séminaire en 1937, que je te disais, puis les laïcs à cette époque-là, bien, ils faisaient de la recherche puis publiaient. Donc, ils faisaient ça quand même sérieusement, avec les moyens qu'il y avait à l'époque, mais les documents d'archives, ils essayaient, ils les trouvaient, là, tu sais. Où s'en va le centre d'histoire pour toi? Bien, écoute, tu sais que depuis quelques années, la ville de Saint-Hyacinthe a investi de l'argent pour créer un pôle culturel avec la médiathèque, le centre d'histoire et le centre d'expression. Alors nous, ce qui est prévu pour nous dans ce projet de pôle culturel-là, c'est que la ville aménage une réserve d'archives et d'objets au monastère du Précieux-Saint et on doit s'installer là-bas d'ici les 5 prochaines années. Alors là, ils sont en train de compléter les travaux de la médiathèque et selon les plans, là, ça va être nous après, ils vont aménager le monastère du Précieux-Saint pour qu'on puisse déménager là. Donc, on va avoir une belle salle d'exposition, on va pouvoir présenter des expositions sur l'histoire et le patrimoine de Saint-Hyacinthe. Et en plus, cette salle-là va devenir un petit peu le fer de lance de nos activités touristiques pour accueillir des touristes, pour oui, visiter les expositions qui vont être tenues là, mais aussi faire des visites guidées à travers la ville, autant pour les touristes qui viennent de l'extérieur que pour les mascoutins, que pour les élèves du primaire et ainsi de suite. Ça va être une place qu'on va possiblement tenir des activités aussi pour faire du financement, des activités, des concerts et tout ça, et peut-être des petites expositions. Fait que j'ai bien hâte d'être rendu là.